La guerre en Iran a été mouvementée ces derniers jours, mais l'officier américain resté derrière les lignes ennemies après le crash de son F-15 a été exfiltré. Et pour nous, les détails de l'opération de sauvetage sont fascinants, impliquant des subterfuges stratégiques subtils. Une fusillade entre les forces armées américaines et les gardiens de la Révolution, la perte de quelques autres appareils américains et les premiers soldats américains déployés au sol. Alors aujourd'hui, nous devons examiner la situation sous de nombreux angles. Évidemment, les détails que nous connaissons jusqu'à présent sur l'opération de sauvetage seront notre première priorité, à la fois parce qu'il s'y est passé beaucoup de choses et parce que c'est fondamentalement intéressant. Ensuite, nous aborderons toute une série d'autres réflexions, y compris une réévaluation de la sécurité des vols américains au-dessus de l'Iran. Certaines des options stratégiques plus ésotériques dont disposent les États-Unis et l'Iran, la prochaine fois que cela se produira et la viabilité des missions impliquant des troupes au sol. Mais commençons par l'opération de sauvetage. L'histoire commence ici le 3 avril lorsqu'un F-15 s'est écrasé en Iran, près du nord du Golfe, apparemment abattu par un type d'intercepteur iranien. Nous y reviendrons dans un instant. Le pilote, dont le siège éjectable est visible ici, a été immédiatement récupéré. La raison de cette récupération rapide n'est pas claire, mais une explication probable est qu'il a atterri dans une zone sûre et a été retrouvé avant que les forces iraniennes ne puissent le localiser. L'officier des systèmes d'armes s'est également éjecté, mais il est resté porté disparu, ce qui a créé le drame de 2 jours. Je vais vous expliquer ce que les premiers rapports indiquent, en rappelant que des informations récentes pourraient en modifier ces détails. Ah, et aussi une précision. L'Iran affirme que rien de tout cela ne s'est produit et que toute l'opération de sauvetage a été un désastre. Mais l'Iran affirme beaucoup de choses que les médias indépendants ne peuvent pas vérifier. Donc, contrairement aux bots de désinformation qui ont envahi tous les réseaux sociaux, nous allons faire de notre mieux pour ignorer ces affirmations ici. D'accord, dès son atterrissage, l'officier a activé son localisateur de survie et d'évasion de combat, ou CSL pour faire court. Il sert de balise pour aider les opérations de recherche et sauvetage américaines à retrouver le personnel isolé. Avant que cette boîte noire que vous voyez ne soit développée, les balises de précédentes avaient le problème d'émettre un signal de diffusion générale, ce qui signifiait que les forces adverses pouvaient aussi l'utiliser pour arriver sur les lieux en premier, avec l'avantage du terrain et tout ça. Le CSL essaie de limiter le signal uniquement aux forces amies en utilisant une technologie de chiffrement et en limitant les transmissions à de courtes impulsions. L'officier des systèmes d'armes s'est ensuite mis à l'abri sur les hauteurs d'une crête de 7000 pieds et a attendu les secours. Notamment, ce sont les mêmes montagnes qui ont entravé la tentative d'invasion de l'Iran par l'Irak il y a plus de 3 décennies. Eh bien, le CSL a fonctionné comme prévu. Les États-Unis ont aussitôt localisé l'officier du système d'armes disparu. Cependant, il y a un problème stratégique majeur ici. Même si la balise vous indique seulement où l'officier se cache, vos actions peuvent également révéler sa position. Par exemple, si vous pilotez un hélicoptère directement vers lui, mais que vous réalisez ensuite que l'atterrissage n'est pas sûr à ce moment-là, alors toute personne observant cet hélicoptère saura exactement où aller. Ensuite, vous avez le problème de devoir affronter beaucoup plus de personnel en supposant que l'ennemi ne capture pas l'officier en premier. Donc ce que nous semblons observer du vendredi au samedi, c'est une combinaison de véritables couvertures aériennes pour l'officier en détresse et de recherche de diversion pour mettre l'Iran sur une fausse piste. Cela comprenait le lancement par la CIA d'une campagne d'information en Iran pour semer la confusion chez l'ennemi sur la situation. En particulier, il y a eu une ruse concernant l'officier quittant la zone dans un convoi terrestre, essayant de convaincre l'Iran de chercher la mauvaise piste. Petite remarque, ce serait vraiment très étrange d'essayer ça. Nous en discuterons lors de les troupes au sol. Quoi qu'il en soit, le retard dans le sauvetage a persisté jusqu'à ce qu'un nombre suffisant de forces iraniennes soient repoussées ou éliminées, avec les A-10 Warthog qui semblaient à nouveau prendre l'avantage ici. Le CGRI fait partie des forces que les États-Unis semblent avoir affrontées. Puis à un moment donné dans les premières heures, avant l'aube dimanche, la SEAL Team 6 de la marine s'est lancée. Les détails ici sont plus flous, mais les commandos ont utilisé une combinaison d'hélicoptères et d'avions pour atteindre la zone, atterrir, maintenir des tirs pour éloigner les forces iraniennes, récupérer l'officier du système d'armes et quitter les lieux.
L'un des aspects les plus intrigants de la mission est que 2 avions C-130 n'ont pas pu décoller lors de leur tentative de départ d'Iran. Cela implique que les États-Unis avaient établi un aérodrome de facto à l'intérieur de l'Iran pour les besoins de l'opération. 3 autres avions ont dû venir en renfort, ce qui a nécessité de faire exploser les C-130 immobilisés afin de ne pas simplement les laisser à l'Iran. Il n'y a eu aucune perte américaine lors de l'opération. Et c'est à peu près tout en ce qui concerne le sauvetage lui-même. Je laisse ici la publication de Trump sur Truth Social annonçant l'opération pour ceux qui semblent avoir beaucoup de temps libre et qui, étonnamment, ne seront pas remerciés pour leur attention. Quoi qu'il en soit, maintenant que la saga est terminée, vous allez voir un flot ininterrompu d'avis à l'emporte-pièce asséné avec assurance sur ce que cela révèle à propos de la guerre. Si vous me donnez 1 minute, laissez-moi énerver tout le monde en soulignant que la vérité ne se trouve pas dans les extrêmes. Lorsque le F-15 s'est écrasé vendredi, j'ai souligné l'importance de suivre le processus, et non les résultats, c'est-à-dire de se concentrer moins sur la chance d'un résultat donné, et davantage sur le processus structurel qui génère ce que nous observons. Cela continue de s'appliquer ici. Le bon déroulement de cette opération de recherche et sauvetage ne signifie pas que la prochaine se déroulera aussi comme prévu. Néanmoins, se concentrer sur le processus donne quand même une image prudemment optimiste pour les États-Unis. À la mi-mars, l'armée américaine avait effectué environ 6000 sorties au-dessus de l'Iran. Des chiffres plus récents font défaut, mais une estimation prudente pourrait l'évaluer à environ 10 000 aujourd'hui. 3 avions abattus par l'ennemi pendant cette période correspondent à un taux d'échec de 0,03%. C'est remarquablement bon. Les États-Unis continuent de dominer les airs, avec le rappel que la domination ne signifie pas l'invincibilité. À titre de comparaison, et il faut noter qu'il est difficile d'obtenir des données fiables à ce sujet. Le taux d'échec de la Russie pendant le premier mois de l'invasion de l'Ukraine était d'environ 0,5% à 1,5%. Donc les États-Unis s'en sortent 10 fois mieux en Iran. Cela dit, un taux d'échec de 0,03% signifie qu'un autre avion sera finalement abattu. Peut-être que la prochaine fois, ce ne sera pas dans une région isolée, et le CGRI capturera le pilote rapidement. Ainsi, la Maison-Blanche doit toujours se préoccuper des répercussions politiques de cela, et réfléchir au moment où il faudra arrêter l'effort de guerre plus large dans cette optique. En parlant de situations futures derrière les lignes ennemies, je tiens à souligner qu'il existe quelques stratégies intéressantes que les deux camps peuvent adopter ici, si leur sécurité opérationnelle est suffisamment bonne. Le problème majeur pour l'Iran de capturer un prisonnier de guerre est la valeur de propagande que cela générerait. Et certainement, à long terme, c'est la direction que le gouvernement prendrait. Cependant, à court terme, on pourrait garder toute l'affaire secrète. Laisser les États-Unis penser que l'aviateur disparu est encore là-bas et a désespérément besoin d'être secouru. Cela attirerait d'autres avions américains qui n'opéreraient peut-être pas avec les mêmes normes de sécurité que d'habitude. À son tour, l'Iran pourrait déclencher un effet domino où le premier avion abattu entraînerait un deuxième avion abattu, et ainsi de suite. Il y a eu des spéculations selon lesquelles cela se produisait déjà avant le sauvetage de l'officier tôt dimanche, mais avec le recul, il est évident que c'était une erreur. Cela suppose également que l'Iran dispose de capacités anti-aériennes efficaces, ce qu'un taux de réussite de 0,03% du point de vue de l'Iran remet en question. Pendant ce temps, il existe une autre option allant dans l'autre sens. Supposons que les États-Unis aient discrètement récupéré l'officier. La Maison-Blanche étant sujette aux fuites, cela pourrait être difficile à mettre en œuvre. Mais examinons l'idée un instant. Cela force également les forces iraniennes à se dévoiler, alors qu'elles essaient d'être les premières à retrouver l'aviateur désormais introuvable. La CIA semble avoir tenté quelque chose de ce genre en transmettant la fausse information à l'Iran, mais on pourrait envisager une version bien plus large de cette stratégie. Enfin, parlons du fait qu'il y avait réellement des soldats sur le terrain. Ce point général a reçu énormément d'attention médiatique intéressante ces dernières semaines. Je pense que c'est dû à l'ignorance des médias sur le sujet. Mais l'opération d'extraction réussie va ouvrir la porte à une nouvelle série de discussions ici. Essayons de prendre les devants. On peut imaginer un argument qui irait à peu près comme ceci. Les États-Unis viennent de franchir le pas en engageant des troupes au sol. L'opération s'est déroulée à merveille, et donc les États-Unis seront tentés de recommencer.
peut-être en contrôlant l'île de Karg et en prenant son pétrole. Ou la Maison-Blanche pourrait être plus audacieuse et tenter de progresser sur la côte continentale iranienne. 2 points, un général et un spécifique à Karg. De façon générale, la raison pour laquelle cette opération a été un succès, c'est parce qu'elle a été menée à une vitesse fulgurante. Il est plus simple de déployer des troupes au sol si elles ne restent pas assez longtemps pour que l'Iran localise et attaque avec des drones Shahed. Quiconque vous dit que cela ouvre la porte à une invasion terrestre aux abords de Téhéran ne comprend rien à la géographie du pays, à la logistique que cela impliquerait, ni à la situation tactique de base que cela créerait. Le Pentagone semble comprendre cela, car c'est un point très basique, c'est pourquoi le nombre de forces terrestres déployées dans la région reste très faible. C'est aussi la seule chose militaire à laquelle Donald Trump semble totalement allergique, donc ce serait un changement de politique majeur si quelque chose de ce genre arrivait. Concernant Karg spécifiquement, il n'y a aucun moyen réalisable de prendre le pétrole. Le pétrole y arrive par des oléoducs que l'Iran couperait tout simplement. En plus, il est impossible d'y amener un pétrolier pour charger le pétrole. En plus, les forces américaines deviendraient des cibles faciles pour les Shahed. Sans parler du fait que rien de tout cela n'est nécessaire. Rappel amical, des soldats américains sur l'île de Karg pourraient désactiver les infrastructures pétrolières, causant de graves problèmes au gouvernement iranien. Ils n'ont pas besoin de rester là-bas. Ils peuvent saboter et partir. Cela reste donc une menace à garder à l'esprit, même si cela entraînerait inévitablement un nouvel envol des prix du pétrole. Alors quelles sont nos conclusions pour aujourd'hui ? Les forces spéciales américaines restent les meilleures au monde. La campagne aérienne continuera avec la même prudence, car les sauvetages des forces spéciales ne sont pas une solution de secours. Les deux camps pourraient tenter des manœuvres inventives, la prochaine fois qu'un aviateur s'éjectera derrière les lignes ennemies. Et ce n'est pas la preuve que des troupes au sol s'en sortiront bien, comme je suis sûr que certains le prétendront. Et c'est drôle, les dirigeants peuvent prétendre beaucoup de choses, mais cela ne les rend pas vrais. Et si vous vous êtes déjà dit, je veux un exposé de 50 minutes sur les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas écouter ce que disent les dirigeants. C'est pour ça que Eh bien, Lines on Maps Extra hier avait justement la vidéo qu'il vous fallait. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que j'ai aussi abordé les circonstances dans lesquelles les dirigeants peuvent communiquer des informations de manière crédible. Oui, ce genre de surprise, c'est amusant. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, partager et vous abonner. À la prochaine. Prenez soin de vous.